Avoana. Est-ce qu'on pourrait connaître l'origine de cette écriture? Quand le vent créa le son, la langue et l'écriture, il créa aussi le souffle pour envoyer le son dans les 4 directions. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et c'est ainsi qu'est parti le vent à travers le monde. Et c'est ainsi que furent créés le son, la langue et l'écriture. Et c'est comme cela que la lettre A fut créée. Avoana. Que signifie Avoana? Le mot Avoine a donné naissance au mot Avoina, qui veut dire mot dans notre langue. C'est le mot pour le mot. Et voici le dessin du premier mot et du premier dessin. Et c'est donc aussi pour cela que nous l'appelons le premier, l'unique, l'un. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous montrer un autre dessin pour une autre lettre? Je voulais seulement vous en montrer une, c'est tout. Il y en a 38 au total. Tout en les mêmes liens avec notre histoire que la figure d'origine. Car vous comprenez, c'est très important pour nous de garder ça encore secret pour l'instant. Ici, les gens payent pour apprendre à écrire. En vous montrant la genèse de notre écriture, j'ai voulu vous faire comprendre la manière dont notre alphabet a été créé, mais je me suis préparé à ne dévoiler qu'une lettre. Avant, dans notre coutume, chacun était semblable à l'autre sur la terre. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé difficile d'entrer dans notre monde. Alors ils ont menti aux gens, ils ont partagé le pétrole, les allumettes, toutes ces choses-là, ce qui a fait croire aux hommes que la vie des missionnaires était identique à la leur. Ils ont accepté d'entrer dans le monde des missionnaires pour ensuite comprendre qu'il n'était plus question de partager, qu'il fallait désormais payer pour obtenir quelque chose. Ils ont vu que leur vie devenait difficile et puisqu'ils n'avaient pas les moyens de payer, il fallait décider de retourner à leur vie coutumière qui était plus facile. De nombreuses personnes disent que c'est une écriture créée de toutes pièces, mais ce n'est pas vrai. Cette île est née avec l'écriture qui s'est transmise d'ancêtre à ancêtre. Avec le temps, cette écriture est devenue le dessin sur le sable avec lequel aujourd'hui nous écrivons les messages. Et après, cet alphabet a été stocké comme dans un ordinateur à l'intérieur des dessins sur le sable. Les dessins sur le sable sont toute la mémoire du Vanuatu. Ces dessins supportent les traditions orales et célèbrent tous les événements, petits et grands, de l'existence, comme par exemple le premier festival de dessin sur le sable jamais organisé dans l'archipel. Dessiner sur le sable est un exercice délicat. Il doit être exécuté sans lever le doigt qui trace le dessin. Les points de départ et d'arrivée coïncident la plupart du temps, si bien que l'auteur doit parfaitement connaître le cheminement de son dessin, sous peine d'être obligé de le recommencer. Les dessins figurent l'essence des choses davantage qu'ils ne les représentent, un peu à la manière d'un squelette, d'une structure ou d'une charpente. Ces lignes dessinent la géométrie du vivant. Les animaux, le pigeon, la roussette, la tortue, mais aussi des objets comme l'éventail, le plat à cava et même le grand bateau à voile des Blancs.
Il y a aussi des dessins pour parler du sacré, de l'au-delà, de l'invisible, des diables, des esprits de la forêt. Car à chaque dessin, il s'agit d'évoquer la mémoire, de raconter l'histoire, le mythe ou la légende qui l'ont construit. Les histoires des dessins racontent aussi bien des mythes fondateurs que des fables dont la morale ressemble parfois à celle du paradis perdu. Ainsi, il était une fois un crabe tabou qu'un jeune garçon eut le tort de suivre jusque dans sa caverne du bord de mer. À l'intérieur, un vieillard encouragea l'enfant à manger des fruits défendus. Mais cette nourriture ne lui était pas destinée, et quand les hommes revinrent dans leur caverne et qu'ils découvrirent le méfait, ils se mirent à la recherche du garçon. Jeffrey Christian raconte la suite. Allez, venez dormir sur moi. Le garçon n'a pas la conscience tranquille. Il demande à ses 10 frères de se coucher sur lui, l'un après l'autre, jusqu'au dernier. Bien. Après, les hommes sont arrivés. C'était la nuit. Ils ont pris le premier, ils l'ont posé à côté. Puis ils ont pris le second, et ils l'ont posé à côté. Puis le troisième, puis le quatrième. Et cela jusqu'à ce qu'ils aient déplacé le dernier des 10 frères. Ah, voilà le coupable. Ils ont emmené le garçon dans leur caverne et ils l'ont mangé. Aujourd'hui, dans la grotte, on peut encore voir ses ossements. Toutes les histoires n'ont pas une fin tragique. Celle du martin-pêcheur et du rat raconte une traversée mouvementée. Le rat et le martin-pêcheur fabriquent une pirogue dans une papaye verte et ils prennent la mer. Honorine poursuit le récit. Au mi-chemin, il y a le martin-pêcheur qui est en train de picorer le papaya et il a fait un grand trou sur la pirogue et la pirogue est coulée. Et ensuite, il est s'envolé, il a laissé son ami le rat. Et le rat était là, s'est noyé. Il a appelé le secours, mais c'est la tortue qui est venue le sauver et l'a ramené au bord. Sur le rivage, les pêcheurs capturent la tortue, mais le rat, qui n'est pas ingrat, distrait les hommes en faisant du bruit, et la tortue repart indemne. Il n'existait pas encore d'être humain quand tous les êtres vivants dans la mer, sur terre et dans la forêt ont décidé d'évoluer et d'écrire jusqu'à aujourd'hui. Les danses de Pentecôte déroulent un tracé semblable au dessin sur le sable. Le chemin des danseurs figure ce sentier sacré, situé hors du temps et de l'espace où l'homme célèbre la vie. Il se retourne vers le parcours accompli et comme à l'origine des Écritures, le geste précède la parole. Voici exprimé le message premier de la danse par un enchaînement d'allers-retours. Sur les rivages de la Nouvelle-Calédonie et un peu partout sur l'archipel, il existe aussi les traces d'une écriture ancienne gravée sur les rochers. Les Calédoniens les appellent les pétroglyphes. Il existe plusieurs centaines de sites comme celui-ci sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Et sur chaque site sont gravés de curieux motifs d'apparence géométrique. Des spirales, des cercles concentriques, des croix enveloppées, comme si les auteurs de ces dessins avaient voulu porter dans la roche un message qui aille au-delà du temps. Aujourd'hui, les descendants de ces artistes rupestres ont souvent perdu la mémoire de cette tradition. Seuls quelques anciens ont conservé une partie de l'histoire, comme ici à la tribu de Tindo, au fond de la vallée de Yengen. Elia Wimanik Béalo T1 fait partie de ceux qui ont reçu un héritage, la connaissance des pétroglyphes de l'endroit. Mon grand-père, ils savent lire les pétroglyphes. C'est l'écriture. Mais ça marque le dessous de la marmite. Quand tu poses la marmite dessus la table. Mais tu vois, ça marque le dessin comme ça. Ça fait des années pour arriver là. Parce que tu vois, avant 1904, l'arrivée de l'évangile, c'est 1904. Mais tout ça là, c'est joli avant. C'est bien marqué, quoi, l'écriture. Puis, tu vois, 100 ans, c'est pas facile. Nos vieux ne sont plus là. Qui c'est qui fait l'explication? Qui? Et tout ça, c'est perdu.
Et puis maintenant, la culture, ça se paye la culture. Mais avant, ça ne paye pas la culture. Avant la culture, il n'y a pas de calcul. Aujourd'hui, l'amnésie culturelle prédomine autour des pétroglyphes. La colonisation et d'abord les premiers contacts avec les Européens en sont la raison. Les traces de ce choc culturel sont encore bien visibles sur les hauteurs de Tendo. La pente abrupte que gravit cette équipe d'archéologues calédoniens était autrefois un sentier très fréquenté. Car sur cette plateforme, il y avait un tertre qui accueillait une population nombreuse et laborieuse. Et puis un jour, les Blancs sont arrivés et l'endroit a été abandonné. C'est en partie lié au premier contact, déjà même avant la colonisation, au moment où on est dans une période historiquement un peu floue, qu'on ne connaît pas très très bien, où on a déjà les répercussions indirectes des premiers contacts européens avec l'introduction de maladies et les débuts des épidémies, et donc des chutes de population que, à la limite, les Européens n'ont jamais réellement vues parce qu'ils n'étaient pas encore là. On n'avait pas marché longtemps. Au fond de la forêt, qui n'est plus primaire depuis longtemps, les archéologues ont mis à jour des terrasses de pierre qui prouvent que l'endroit, très escarpé, a servi aux cultures d'un village qu'on appelait autrefois Galapio et qui a brutalement disparu. Et c'était bien plat. Tous les historiens s'accordent pour dire que jusqu'au recensement du début du XXe siècle, ces recensements, ils sont faux. Le chiffre d'environ 40-50 000 personnes sur la Grande Terre à l'arrivée de James Cook peut pas tenir. Ça voudrait dire, pour faire simple, que la population de ce qui est aujourd'hui la Grande Terre, en 1774, était 2 fois moins nombreuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, des sites archéologiques, vous en avez absolument partout, 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 partout. Et vous avez un certain nombre de chiffres. On va prendre un endroit très loin de chez nous, c'est les Marquises, mais un endroit très près de chez nous, c'est Anatom, l'île la plus au sud du Vanuatu. Les chutes de population sont calculées autour de 95 à 97% de la population qui disparaît. Les pétroglyphes seraient donc une écriture. Mais à qui servait-elle et à quoi servait-elle? Personne ne le sait plus. À Montfaoué, près de Poya, sur la côte ouest de la Grande Terre, le gardien du site des pétroglyphes a des idées précises sur la nature des gravures. Ce qu'il y a derrière moi, c'est un endroit de notre région, à Poya, où il y a encore des clans aujourd'hui qui y vivent. Ce sont des cartographies de notre ère, la région Adjia. Ce sont des vraies cartes de notre nature, de la nature des endroits, des lieux, des montagnes, des rivières, des criques, voilà. Je ne suis pas là pour sortir du secret, parce que ce sont des choses qui sont secrètes. Chaque clan a son secret, chaque clan a sa manière d'expliquer. Donc je ne peux pas me permettre à leur place d'expliquer les choses à leur place. Mais tout ce que je sais, c'est que ça appartient à c'est des histoires qui appartiennent à des clans. Et c'est des histoires que vous connaissez? Oui, je le connais. Donc c'est des histoires qui existent? C'est des histoires qui existent, des vraies histoires. En langue adjeu, le mot adjeu veut dire rayon de soleil. La filiation des clans d'origine avec les pétroglyphes apparaît lumineuse, mais la tradition orale n'en dit pas davantage. Existait-il ici un culte dédié au soleil? Les graveurs de pierre observaient-ils les astres? Les pétroglyphes racontent-ils des mythes d'origine? Où est l'église kanak? Elle est où l'église kanak? On ne parle que du secte, on ne parle que du catholicisme, on parle du protestantisme, on parle du judaïsme, du confucianisme, de l'hindouisme. Ce sont des cultures extérieures. Mais jusqu'à présent, où est l'église kanak? Elle est où la vraie église kanak? Derrière vous? Oui, le pétroglyphe de Montfaoué, c'est l'église des Kanaks. Il y a toute une histoire profonde qui est là. Les pétroglyphes font partie de ces mystères qui enflamment l'imagination. Au début du XXe siècle et jusque dans les années 50, des prétendus chercheurs ont accrédité la thèse d'un peuple de graveurs surgi de nulle part et disparu sans laisser d'autres traces. Certains ont parlé du continent mu, une réplique de l'Atlantide située au milieu du Pacifique. Une manière d'éclipser la recherche et de nourrir complaisamment les mythes de l'âge d'or et du paradis perdu, au détriment d'une réalité plus prosaïque. C'est bon, tu vas pas. J'ai. Allez. Avance.
Moi j'ai posé. Je tiens le... Non. La poterie Lapita en Calédonie correspond au tout premier peuplement. C'est des poteries qui ont été fabriquées il y a environ 3000 ans. Les pétroglyphes, comme les décorations sur les poteries, ont évolué au cours du temps. Le chef Viraleo a fondé sur l'île de Pentecôte l'Institut mélanésien de philosophie. Il le dirige avec Hilda Lini, la sœur de feu Walter Lini, le père de l'indépendance du Vanuatu. Hilda et Viraleo ont longuement étudié les signes et les motifs culturels du Pacifique, et les pétroglyphes calédoniens leur semblent familiers quand ils ouvrent le livre de Christophe Sand. Nous y avons trouvé des parties de notre alphabet, mais nous l'avons trouvé aussi incomplet. Dans certaines parties des dessins, il y a des éléments ajoutés, alors que chez nous, le dessin est complet. Mais il y a le même genre de symbole. 4 plus avec multiplié ensemble par 2 égale 4 plus 2 égale 6 égale multiplié par 2 égale 12. Dans le livre, il est ici, là, c'est la même chose que ça. Et nous avons aussi trouvé qu'il dessinait les mêmes types de motifs que ceux que nous utilisons toujours sur nos nattes, sur nos paniers, sur nos tatouages et nos maquillages de danse. Et puis regardez cette marque. C'est un dessin qui représente une route pour danser. Il y a 2 leaders qui mènent la danse. Ce sont eux qui emmènent les danseurs à chanter et à tourner, à tourner, à tourner jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place. Alors, ils arrivent au bout et ils s'arrêtent. L'autre leader, lui, il a fait le tour en sens inverse, avec ses danseurs. Il est parti du même point de départ, et puis il a tourné, 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 et avec ses danseurs, ils sont arrivés au centre. Alors, ils font demi-tour pour dérouler la spirale. Les danses traditionnelles de l'île de Pentecôte se déclinent comme l'alphabet du pays Touraga, dans les 2 sens de lecture. L'écriture commence par le bas et progresse vers le haut, à la manière d'un édifice qui serait supporté par des fondations. Car ici, en pays Touraga, on dit que rien n'avance en tombant du ciel et l'on progresse toujours du bas vers le haut, exactement comme le boustrophédon. L'écriture est un chemin que l'on parcourt dans les 2 sens, car cela permet d'aller vers les bonnes choses et de revenir sur les mauvaises, pour mieux s'en défaire. Écrire en sens unique, ce n'est pas apprécier les dimensions de la vie. Comme les anciens Égyptiens et les Tibétains,
les habitants du Vanuatu ont leur livre des morts. Chaque île a sa représentation de l'au-delà et l'histoire qui s'y rattache. Le dessin de l'île de Pentecôte soutient le récit d'un parcours des âmes dans un dédale cosmique. Ce circuit représente le chemin qu'empruntent les esprits des morts. Ce chemin conduit l'esprit du nord au sud, jusqu'à ce que l'esprit trouve le lieu où il pourra se jeter dans la mer. Et lorsqu'ils vont se jeter dans la mer, leur esprit perdra son souffle. Quand il va suivre ces chemins et qu'il va toujours arriver au point de départ, il obtiendra une clé qu'il va jeter. Car quand il arrive, à chaque fois à ce point de départ, il y a quelque chose de spécial. C'est comme une clé. C'est là qu'il va ouvrir la porte pour rentrer à l'intérieur. Tu peux rentrer à l'intérieur du circuit, mais les esprits vont t'empêcher de savoir où aller. Beaucoup de personnes te diront qu'il est impossible de rentrer dans ce circuit. Il faut donc en sortir. D'autres diront que tu peux y rentrer. Cela perturbe donc ton esprit, puisque tu ne sais plus qui croire. Le chef Viraleo est déjà allé aux Nations Unies pour faire inscrire les dessins sur le sable au patrimoine mondial de l'humanité. Au siège de l'Institut mélanésien de philosophie, il réfléchit avec Hilda à la protection de l'alphabet Turaga. Nous regardons comment faire enregistrer et protéger les symboles de notre écriture qui appartiennent à nos ancêtres et aux gens d'ici, parce que nous voulons que l'esprit de cela soit respecté. C'est très important pour nous, l'esprit, car c'est quelque chose de vivant. Aussi, cet aspect spirituel doit être à tout moment respecté, autrement nous y perdrions beaucoup de nos valeurs. Maintenant, ce qu'il nous faut développer au niveau supérieur, c'est l'enseignement au Vanuatu, dans le Pacifique et aussi dans le monde. Nous croyons que ce n'est pas seulement une écriture pour Pentecôte et pour le Vanuatu, c'est une écriture pour tout le Pacifique et même au-delà. Comme jadis le firent missionnaires et navigateurs, le chef Viraleo se prépare à diffuser partout l'alphabet de Turaga. Cette fois-ci, il n'imposera pas sa vision du monde, car il croit avant tout qu'écrire doit être un acte de partage avec les peuples du grand océan.